Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la défense qui, avec le secteur de la technologie et des financières, les bancaires, est l'un des secteurs phares de la bourse cette année. Bonjour Damien. Bonjour David. Et bien Mariette, gérante thématique chez CPR-AM. Il fallait avoir l'un de ces trois secteurs en portefeuille cette année. Focus sur la défense et la souveraineté au sens large. C'est un secteur, la défense, qui a connu et qui connaît une forte croissance grâce, on le sait, à l'augmentation des budgets militaires et à des politiques qui favorisent, c'est nouveau, les industriels locaux, les industriels européens, avec des carnets de commandes qui sont, on va dire, pas qui débordent, mais qui sont bien garnis. La défense européenne, au moment où on se parle, a toujours le vent en poupe, malgré la petite correction boursière récente. Alors oui, ça a toujours le vent en poupe. Ça montre bien en fait le mouvement qu'il y a eu sur le secteur de la défense, la volonté européenne d'avancer de manière industrielle sur certains pans de son activité. La défense tout particulièrement, on va pas revenir sur les événements qui ont émaillé l'année, la rencontre entre Trump et Zelensky, le rendez-vous en Alaska, un peu le rendez-vous manqué entre le président américain et le président russe. Plus récemment, des drones qui se baladent un peu partout. Donc on voit quand même qu'on est dans un environnement un peu anxiogène qui amène les États à effectivement regarnir leurs étagères en ce qui concerne la défense. Ça provient aussi après 3 décennies de dividendes de la paix et donc d'une nécessité quasi impérieuse pour l'ensemble des États en Europe de se réarmer. Et donc sans pour autant passer par des commandes américaines. Alors, passer par des commandes américaines, c'est toujours le cas. Je vous rappelle qu'après le sommet de l'OTAN, l'Union européenne avait émis un commentaire en disant on va acheter X milliards d'euros, donc c'était 90 milliards d'euros par an à peu près aux États-Unis, et donc le marché s'est dit en fait on va continuer à acheter américain. 90 milliards d'euros, c'était ni plus ni moins que ce qu'on a acheté sur les dernières années, et c'est essentiellement sur la partie aérienne. Tout ce qui concerne la partie terrestre et marine, c'est essentiellement européen. Donc il faut mettre en perspective, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commandes aux États-Unis, mais surtout sur la partie aérienne. Tout ce qui concerne le terrestre et le maritime est très européen. Bon, est-ce que plus globalement, 2025, on peut dire que c'est l'année où l'autonomie stratégique a été sur le devant de la scène, dans un contexte, on le rappelle, de tensions géopolitiques, et de prise de conscience de la part des Européens de nos dépendances, et je les mets au pluriel. Oui, tout à fait, nos dépendances, c'est bien, et je trouve que ça tombe bien parce qu'on a passé un anniversaire au mois de septembre, qui était la présentation du rapport de Mario Draghi. Ah oui, les 1 an. Tout à fait, qui effectivement avait dit comment on améliore la compétitivité en Europe, et finalement comment on réindustrialise l'Europe. Il y avait 4 points. Le premier, c'était effectivement de stimuler l'innovation. Donc stimuler l'innovation, c'est le Choose Europe. C'est effectivement mettre en place un certain nombre de mesures pour faire en sorte que les meilleurs chercheurs aient envie de venir en Europe, tout particulièrement à un moment donné où l'administration Trump a mis de la pression sur certains de ces chercheurs, et il y a eu des départs de chercheurs américains, notamment sur certains débouchés, notamment sur tout ce qui était lié aux énergies renouvelables et autres. Donc il y avait le Choose Europe pour rendre l'Europe plus importante, et en même temps, effectivement, des plans. On a eu le plan investissement dans l'intelligence artificielle, donc un peu plus de 100 milliards d'euros, 200 milliards d'euros, dont 20 milliards juste pour la fabrication de data centers spécifiques à l'IA. Il y a aussi la stratégie sur le quantique. Donc on voit qu'il y a à la fois remettre la recherche et l'innovation sur le devant de la scène, et mettre des plans d'investissement pour aider ça. Donc les choses ont bougé 1 an après? Alors les choses ont bougé. Il y a ce qu'on appelle un Mario Draghi Tracker qui permet de voir où on en est par rapport à l'ensemble de ce qu'avait présenté Mario Draghi. On a 11,2% qui ont été mis en application déjà. Il y a 31,4% qui sont en cours. Donc okay, on est effectivement... Encore une fois, ça dépend comment vous souhaitez le voir, vers à moitié vide, à moitié plein. On a démarré, ça c'est la bonne chose. Est-ce qu'on va aussi vite que ce qu'on devrait? Non, parce qu'en face, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, ça avance aussi très rapidement. Pour autant, voilà, on avance en européen sur un certain nombre de sujets. On a encore des sujets sur lesquels on est un peu en retard. On a des sujets sur lesquels on a avancé. Lesquels en l'occurrence? Alors sur tout ce qui est lié effectivement on parle de nos dépendances là. Oui, aux solutions notamment de décarbonation, et puis tout ce qui est lié encore un peu à certaines technologies. À l'inverse, on a bien avancé sur... Certaines technologies, lesquelles?
Alors sur les technologies, ça dépend lesquelles. En fait, on a toujours du retard sur les semi-conducteurs. Vous savez, on avait lancé il y a 3 ans le CHIPS Act, 43 milliards d'euros. Aujourd'hui, ils ont été utilisés. Pour autant, l'objectif était de passer de 9% de production de semi-conducteurs sur le territoire européen à 20%. La Commission européenne a émis cette année un avis en disant qu'on n'arrivera pas aux 20%, on sera plutôt autour de entre 12 et 14% d'ici la fin de cette décennie, parce que dans le même temps, les États-Unis et la Chine ont investi fortement. Et donc, il y a une réflexion à Bruxelles d'avoir un CHIPS Act 2 pour continuer à avancer. Donc, on a mis des choses en place, mais on n'a pas forcément eu les effets escomptés. Mais c'est vraiment très important parce que sur les 4 points de Mario Draghi pour améliorer la compétitivité en Europe, il y avait l'innovation, il y avait pensé à une nouvelle stratégie industrielle. Et donc, c'est les plans dont on a parlé. Il y avait effectivement financé ces investissements, parce qu'une nouvelle stratégie industrielle en Europe, ça veut dire des besoins de financement importants. Et donc, l'un des points, c'était effectivement d'aller vers l'uniformisation des marchés financiers en Europe. Et le 4e point, c'était effectivement de réduire le millefeuille administratif, de simplifier la gestion des entreprises au quotidien. Sur le pilier 3 et 4, on n'a pas avancé. Alors, sur le pilier 4, c'est en cours. Donc, je pense que c'est le pilier qui devra avancer dans les prochains trimestres. Pour le pilier 3, il y a beaucoup de discussions, en tout cas quand on voit les principaux dirigeants bancaires, il y a toujours des discussions, voilà, mais il n'y a pas encore effectivement d'avancées très significatives. Sur le secteur de la défense, j'y reviens, Damien, qui se paye 30 fois les résultats sur les 12 prochains mois. Oui. Certains diront que c'est cher. Est-ce que le potentiel est consommé ou pas? Alors, 2 façons de répondre à ça. Est-ce que Nvidia, il y a 4 ou 5 ans, c'était cher? C'était à peu près les mêmes types de multiples et les mêmes types de croissance. Non, blague à part, d'autres façons de répondre par un petit quiz. Aujourd'hui, on a 2 millions de munitions d'obus 155, c'est ce qui est le plus tiré aujourd'hui entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. 2 millions d'unités, on en avait 3 avant le début de la guerre, je parle pour l'Europe en général. L'OTAN préconise d'avoir 500 munitions par équipement par jour pour 30 jours. Ça, c'est le stock qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'on devrait avoir 38 millions de ces munitions. On en a 2 aujourd'hui. L'Europe produit un peu plus de 2 millions d'unités par an. On devrait arriver à 3. Globalement, si la guerre s'arrête entre la Russie et l'Ukraine demain, il faut 14 ans pour atteindre ce stock de munitions. Et donc, en fait, on est, sur le secteur de la défense, en face d'une décennie d'investissement relativement importante, une décennie de croissance. De garantie. Et donc, on a effectivement un marché qui a anticipé des objectifs à 3-5 ans, et notamment les objectifs de 2030. C'est ce qui a d'ailleurs amené un peu de volatilité, un peu de prise de profit sur le secteur de la défense, et de se dire, on a eu des grosses annonces, ça devrait se matérialiser par des hausses très significatives des résultats, pas à court terme, parce que c'est une industrie de temps long, et que quand vous passez des budgets, ce qui est le cas en Allemagne, il faut 2 à 3 ans avant qu'ils soient mis en production, et donc on a une visibilité vraiment d'ici 2030, mais même au-delà de 2030, et on a vraiment un secteur qui a une décennie devant soi de croissance relativement importante. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de nouveaux catalyseurs pour le secteur? Les nouveaux catalyseurs, on va avoir effectivement pas mal de journées investisseurs ce mois-ci, notamment des principaux groupes allemands, qui vont effectivement donner de la lisibilité et de la visibilité, notamment après 2030. Le marché a beaucoup de questions, savoir jusque 2030, c'est à peu près visible qu'on aura de la croissance, mais quid de l'après 2030? Est-ce que s'il y a une fin de conflit, on va arrêter d'investir dans la défense? Clairement, non. On a un besoin, parce qu'on a eu ces 3 décennies de sous-investissement, et on doit être capable, en tant qu'Européens, de répondre à tout type de menaces. Et sans pour autant compter sur les Américains. Alors, ça reste un partenaire, mais il faut effectivement réduire nos dépendances vis-à-vis des Américains sur un certain nombre de sujets, tout comme vis-à-vis des Chinois sur un certain nombre de sujets aussi. L'Europe doit reprendre son destin entre ses mains. Puisqu'on parle justement des Américains et des Chinois, dans le spatial, on sait que l'Europe est un petit peu, pour le dire gentiment, à la traîne. Dans l'actualité, on finit là-dessus, Damien, il y a Airbus, Thales et Leonardo qui viennent d'annoncer la fusion de leur branche spatiale, justement. Ça aussi, c'est de l'autonomie stratégique en vue de la conquête de l'espace? Alors, ça permet effectivement d'unifier les forces en Europe, plutôt qu'elles soient en concurrence, de créer un géant européen, donc qui s'appellera Bromo, donc détenu à 35% par Airbus et à 32,5% par Thales et Leonardo. C'est 25 000 salariés, 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un carnet de commandes de 3 ans. L'objectif, c'est dans une industrie dominée par les Chinois et les Américains. Dans une industrie effectivement dominée par les Américains et les Chinois. Sur les dernières années, notamment depuis l'émergence de SpaceX, l'Europe a perdu 40% de part de marché sur les lanceurs. Et donc, on avait une technologie, on avait un savoir-faire, qu'on a globalement pas forcément perdu, mais sur lesquels on n'a pas mis l'accent, ou en tout cas il y avait un peu trop de concurrence, et donc
On n'a pas réussi à avoir, et puis on n'a pas eu non plus de subvention européenne pour continuer à lancer nous-mêmes en tant qu'Européens, ce qui va être le cas avec le programme Iris Carré. Donc on crée l'acteur qui va permettre effectivement de pouvoir de nouveau être en compétition avec les Américains et les Chinois. Est-ce que c'est un gage qu'on va réussir? Pas forcément, mais au moins on se donne les moyens de le faire. Et moi je pense qu'il y a raison d'y croire, parce que quand on regarde, quand on a créé MBDA, qui est à peu près la même chose, c'était MBDA qui est le leader européen sur la fabrication de missiles, c'était là aussi une fusion d'activités, c'était BAE, Airbus et Leonardo. Il y a 20 ans, on ne pensait pas qu'il y aurait un tel succès, et aujourd'hui le succès est au rendez-vous, la technologie de MBDA est présente. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur la partie spatiale. Allez, merci beaucoup. Explication signée Damien Mariette, gérant thématique chez CPRM. Merci. Merci David. Et Megatrend revient dans quelques jours chez vous sur Boursorama.